Dans l'historiographie française traditionnelle, l'histoire juive privilégie généralement deux pôles géographiques majeurs: l'Alsace, avec ses communautés ashkénazes intégrées tardivement au royaume, et Paris, avec ses migrations successives depuis le Moyen Âge. Cette approche, bien que légitime, occulte une réalité historique remarquable: l'existence pendant près de 5 siècles d'une communauté juive séfarade dans le midi de la France, non pas dans le royaume proprement dit, mais dans les territoires pontificaux du comtat vénécin et d'Avignon. Lorsque l'on pénètre aujourd'hui dans la synagogue de Carpentras, édifiée en 1367 et demeurée la plus ancienne synagogue française encore en activité, on foule le sol d'une histoire méconnue mais capitale pour comprendre les modalités complexes de la coexistence religieuse dans l'Europe moderne. Cette synagogue n'est pas seulement un monument architectural remarquable, elle constitue le témoignage matériel d'une expérience historique unique en son genre, celle des Juifs du Pape. Cette histoire singulière nous plonge dans l'univers paradoxal d'une communauté tolérée mais jamais libre, protégée mais systématiquement marginalisée, évoluant dans un territoire qui ne relevait pas du royaume de France mais des États pontificaux. Elle illustre parfaitement les contradictions de l'Ancien Régime en matière de politique religieuse, oscillant entre pragmatisme économique et exclusion dogmatique. L'étude de cette communauté révèle les mécanismes complexes que l'on pourrait appeler une inclusion exclusive. Comment une autorité religieuse chrétienne a-t-elle pu, pendant des siècles, maintenir une politique de tolérance envers une minorité juive tout en la maintenant dans un état de subordination permanente? Quelle stratégie de survie et d'adaptation cette communauté a-t-elle développée? Et comment cette expérience particulière éclaire-t-elle l'évolution générale des relations judéo-chrétiennes dans l'Europe moderne? L'établissement des Juifs à Avignon et dans le pays désigné au Moyen Âge, sous le nom de comtat vénécin, remonte à une haute antiquité. Des traces archéologiques attestent d'une communauté juive à Carpentras dès l'époque romaine, comme en témoignent les découvertes épigraphiques du IVe siècle. Cette ancienneté explique en partie la spécificité culturelle des Juifs du comtat, héritiers d'une tradition séfarade méditerranéenne distincte des communautés ashkénazes du nord de l'Europe. La présence juive en Provence s'inscrit dans un mouvement plus large de dispersion méditerranéenne. Une importante communauté juive existe à Narbonne au 8e siècle et au 12e et 13e siècle, la communauté juive connaît un grand essor intellectuel avec notamment une famille de savants, les Thibonides, qui participent au développement de l'étude de la philosophie et des sciences à Montpellier. Cette tradition intellectuelle séfarade marquera profondément l'identité des Juifs du comtat. Pour saisir l'exceptionnalité de la situation comtadine, il faut la replacer dans les contextes des persécutions anti-juives qui marquent l'Europe des XIVe et XVe siècles. Le royaume de France mène une politique d'expulsion répétée. 1182 sous Philippe Auguste, 1306 sous Philippe le Bel, puis définitivement en 1394 sous Charles VI. Les Juifs du Languedoc sont expulsés comme tous les autres Juifs du royaume de France au XIVe siècle, et l'annexion de la Provence par le roi de France au XVIe siècle entraîne l'expulsion des Juifs qui ne trouvent refuge dans la région que dans les possessions pontificales à Avignon. Ces mesures s'inscrivent dans une logique plus large d'homogénéisation religieuse du royaume, parallèlement aux expulsions d'Angleterre en 1290 et d'Espagne en 1492. Dans ce contexte européen d'exclusion généralisée, la politique pontificale tranche par sa singularité. Les papes sont parmi les rares souverains qui résistent à cette tendance expulsive généralisée. L'installation de la papauté en Avignon transforme radicalement l'équilibre géopolitique régional. Philippe le Hardi n'a fait qu'entériner la décision qui avait été déjà prise par Raymond VII, comte de Toulouse, de céder ses titres au pape lors du traité de Paris en 1229. La cité-État d'Avignon fut achetée à Jeanne de Provence en 1348 par le pape Clément VI. L'édification de la synagogue de Carpentras en 1367 résulte d'un processus de négociation complexe entamé en 1343. Cette année-là, l'évêque Hugues, neveu du pape Clément VI, accorde aux Juifs de Carpentras le privilège exceptionnel d'édifier un lieu de culte permanent. Cette autorisation, rarissime dans l'Europe chrétienne de l'époque, s'accompagne néanmoins de restrictions strictes qui préfigurent les contraintes futures. La formule architecturale des synagogues du comtat, seulement conservée à Cavaillon et Carpentras,
est unique au monde. Le choix de l'emplacement révèle déjà les ambiguïtés de cette tolérance. La synagogue doit s'intégrer discrètement dans le tissu urbain, sans ostentation architecturale susceptible de défier la prééminence chrétienne. L'analyse architecturale révèle cette stratégie d'invisibilité. Pas de façade monumentale, entrée latérale discrète, volume contenu. Cette architecture de la discrétion deviendra une caractéristique majeure de l'art synagogal en terre chrétienne. Les infrastructures révèlent la complexité de l'organisation communautaire. Outre la salle de culte, la synagogue comprend des piscines liturgiques qu'on appelle des mikvés, une boulangerie pour les pains azimes et diverses salles annexes témoignant de l'autonomie rituelle nécessaire à la vie juive. Parallèlement à la construction des synagogues, se met en place le système des carrières, un terme provençal désignant les quartiers juifs. Le terme carrière provient du provençal et signifie rue. Au XVIIe siècle, les juifs du Pape se regroupent en 4 carrières principales: Avignon, Carpentras, Cavaillon et l'Isle-sur-la-Sorgue. Contrairement au ghetto italien créé par contraintes externes, les carrières semblent résulter d'un double mouvement: les regroupements volontaires communautaires d'une part, l'encadrement progressif par les autorités d'autre part. Dans le XVe siècle, les Juifs de Cavaillon étaient forcés de vivre dans un ghetto de quelques rues, fermé chaque soir pour la nuit. L'organisation spatiale révèle la tension fondamentale qui caractérisera l'existence des Juifs du Pape: une intégration économique et une ségrégation résidentielle. La carrière de Carpentras occupe environ 1 hectare autour de la place de la Juiverie, l'actuelle place Maurice-Chartier. Les Juifs étaient contraints d'habiter dans ce quartier qui était fermé par 3 portes: la porte d'en haut, la porte d'en bas et le porte-allée de la Calandre, à Avignon. Cette organisation préfigure le système de fermeture nocturne qui sera institué progressivement. Au XVIIe siècle, avec la Contre-Réforme, cette mesure s'intensifie. L'exclusion, l'insécurité, la promiscuité et les problèmes d'hygiène font partie de la vie quotidienne des habitants. Les humiliations sont nombreuses pour ces petites communautés. Si le droit à leur religion et à l'autogouvernement était reconnu, les hommes juifs étaient obligés de porter des signes distinctifs. Le système des carrières illustrait parfaitement cette condition paradoxale: une protection et des exclusions simultanées. Les signes distinctifs étaient le chapeau jaune ou la rouelle. Ils ne pouvaient pas posséder de terre et voyaient leurs activités économiques strictement limitées. Malgré la ségrégation résidentielle, les relations économiques quotidiennes créent cependant des interdépendances complexes. Les artisans juifs travaillent pour une clientèle qui est largement chrétienne. Les banquiers financent des entreprises chrétiennes, les marchands participent aux foires régionales. Cette interaction économique tempère les tensions religieuses et explique la persistance du système pendant des siècles. Les Juifs du Comtat développent un rite liturgique qui est spécifique, qui est un mélange de traditions séfarades ibériques et d'adaptations locales. La philologie romane sait depuis longtemps tirer parti des documents en langue vernaculaire écrits en lettres hébraïques et préservés dans les sources juives. Chaque carrière maintient d'ailleurs ses propres institutions éducatives. Les écoles talmudiques assurent la formation rabbinique, tandis que l'enseignement élémentaire garantit l'alphabétisation hébraïque de la communauté. Cette organisation pédagogique autonome permet la préservation des traditions malgré l'isolement. La transmission culturelle s'appuie également sur un riche patrimoine manuscrit. Les bibliothèques communautaires conservent des ouvrages liturgiques, juridiques et philosophiques qui témoignent de la vitalité intellectuelle de ces communautés. Les responsa, les consultations rabbiniques, révèlent d'ailleurs les préoccupations quotidiennes et les adaptations halakhiques, juridiques, nécessaires à la vie en terre chrétienne. Mais au début des années 1320, les populations juives du Comtat vénécin ont été expulsées de ce territoire par le pape Jean XXII, qui en était le souverain. Les Juifs du Comtat se virent expulsés en 1321 par ce même pape, qui fit raser leur synagogue. Cette expulsion brutale, liée aux accusations de sorcellerie et d'empoisonnement des puits, révèle la fragilité du statut des Juifs du pape. Revenus peu après, la tourmente passée, les communautés se reconstituent progressivement. Cette capacité de résilience témoigne de l'enracinement local et des réseaux de solidarité développés au fil des siècles. Le retour s'accompagne d'une normalisation progressive des relations avec les autorités pontificales.
Certaines dynasties rabbiniques marquent durablement l'histoire intellectuelle des Juifs du Comtat. Les familles Carcassonne, Lunel, Ventouron produisent plusieurs générations de savants qui entretiennent une correspondance suivie avec les centres talmudiques européens. Leurs écrits témoignent d'une culture rabbinique raffinée malgré l'isolement géographique. Ces rabbins assument un rôle qui dépasse largement le domaine religieux. Juges, administrateurs, diplomates auprès des autorités chrétiennes, ils incarnent l'interface entre les communautés juives et le monde extérieur. Leur érudition force parfois le respect des élites locales chrétiennes. Parallèlement aux autorités rabbiniques, une bourgeoisie marchande se développe malgré les contraintes légales. Les Crémieux, les Alfandéry, les Astruc constituent des dynasties commerciales qui étendent leurs activités bien au-delà du Comtat. Leur réseau d'affaires préfigure l'intégration économique qui suivra l'émancipation. Ces entrepreneurs développent des stratégies commerciales sophistiquées pour contourner les restrictions. L'usage de prête-noms chrétiens, la diversification géographique des investissements, la spécialisation dans des créneaux délaissés par les corporations chrétiennes leur permettent de prospérer malgré l'adversité. Les conversions au christianisme, bien que minoritaires, révèlent les tensions internes aux communautés. Certaines résultent de calculs opportunistes avec des accès aux professions libérales, au mariage mixte, d'autres de crises spirituelles authentiques. L'étude de ces trajectoires individuelles éclaire les mécanismes psychologiques de l'acculturation. Les convertis maintiennent parfois des liens discrets avec leur famille d'origine, créant des réseaux ambigus qui troublent les frontières confessionnelles. Ces situations complexes témoignent de la porosité relative des barrières religieuses dans la réalité quotidienne. Les Juifs des possessions du Saint-Siège en France, l'État d'Avignon d'une part et de l'autre le comté vénétien au Comtat, la capitale Carpentras, voient leur statut bouleversé par les événements révolutionnaires. Le rattachement du Comtat à la France en 1791 marque une rupture fondamentale dans l'histoire millénaire de ces communautés. Cette annexion résulte d'un processus complexe où se mêlent revendications locales et logique révolutionnaire française. L'Assemblée constituante, soucieuse d'expliquer les principes de 1789, ne peut tolérer la persistance d'enclaves aristocratiques et cléricales sur le territoire national. Pour la première fois depuis des siècles, les Juifs de Carpentras accèdent à la citoyenneté française au même titre que tous les autres habitants du territoire. Cette émancipation révolutionnaire met fin à un système séculaire. Les portes des carrières s'ouvrent définitivement, les obligations vestimentaires disparaissent, les restrictions professionnelles sont abolies. L'émancipation juridique ne gomme pas instantanément les siècles d'expulsion, mais les mentalités évoluent lentement, même si les préjugés persistent et les habitudes de ségrégation résistent. Néanmoins, l'égalité civile ouvre des perspectives inimaginables aux générations précédentes. L'histoire des Juifs du pape constitue un chapitre méconnu mais essentiel de l'histoire européenne moderne. Pendant près de 5 siècles, cette communauté séfarade a développé des modalités originales de survie et d'adaptation dans un contexte de tolérance conditionnelle qui préfigure les débats contemporains sur la citoyenneté et l'intégration. Cette expérience révèle la complexité des relations judéo-chrétiennes dans l'Europe d'Ancien Régime, bien au-delà des schémas binaires d'exclusion ou d'assimilation. Le système des carrières illustre parfaitement cette ambiguïté fondamentale. Protection et marginalisation, intégration économique et ségrégation sociale, reconnaissance culturelle et subordination politique. L'analyse de cette histoire permet de comprendre les mécanismes par lesquels une minorité religieuse parvient à préserver son identité tout en s'adaptant aux contraintes de l'environnement majoritaire. Les stratégies développées par les Juifs du Comtat, la résistance passive, l'adaptation culturelle, l'excellence économique, la solidarité communautaire, témoignent d'une remarquable capacité de résilience. La rupture révolutionnaire de 1791 marque l'aboutissement paradoxal de cette longue histoire. L'émancipation met fin au système qui avait permis la survie de ces communautés tout en ouvrant la voie à leur intégration dans la nation française. Cette transition illustre les transformations profondes qui accompagnent le passage de l'Ancien Régime à la modernité démocratique. Aujourd'hui, la redécouverte de ce patrimoine historique s'inscrit dans une démarche plus large de reconnaissance de la diversité culturelle française. Les synagogues de Carpentras, Cavaillon et Avignon
témoins architecturaux de cette histoire, constituent des lieux de mémoire essentiels pour comprendre la richesse et la complexité de l'héritage français. L'étude des Juifs du Pape dépasse largement le cadre de l'histoire locale ou communautaire. Elle éclaire les mécanismes universels de coexistence entre majorité et minorité. L'histoire des Juifs du Pape nous rappelle que la France s'est construite dans la diversité, que la tolérance religieuse a des racines profondes dans notre territoire, et que l'intégration républicaine s'enracine dans une longue expérience de coexistence. Cette leçon d'histoire résonne particulièrement dans notre époque où les questions de diversité culturelle et religieuse occupent une place centrale dans le débat public. Cette étude témoigne de l'importance de préserver et de transmettre ces mémoires particulières qui constituent la richesse de notre héritage collectif. Les Juifs du Pape, par leur parcours exceptionnel, nous enseignent que l'identité française s'est toujours nourrie de la capacité à intégrer la différence tout en respectant les spécificités culturelles et religieuses de chacun.